Petite vidéo Première Ligue, la première vidéo hors Ligue 1 de la chaîne du Club 115. On va se pencher sur la course au titre déjà, après seulement 5 journées. On va se demander lequel des 4 grands favoris, d'après ce qu'on a vu dans ce début de saison, lequel des 4 grands favoris va être champion pour nous. Et pour cela, j'accueille comme d'habitude Baptiste. Salut Max. Alors, clairement, on va faire un espèce de petit listing. On va prendre chaque club l'un après l'autre pour dresser un peu le portrait de l'équipe, les mouvements un peu du mercato, voilà, parce que c'est des équipes qui ont quand même bien animé le mercato d'été. Et ensuite, voilà, lister les forces, les faiblesses, un peu comment ça joue. Et pour ensuite, tout à la fin, donner notre prono. Pourquoi pas faire un petit classement de valeur entre les quatre, lequel terminera derrière les autres, devant les autres. Et ça sera pas mal, je pense. Après, on pourra ressortir cette vidéo à la 38e journée et essayer de voir si nos analyses étaient fines ou alors si c'était complètement raté. Euh, alors, personnellement, j'ai mis du coup les clubs là de haut en bas entre nous, entre nos deux écrans. Je te propose d'aller de haut en bas. Allez, vas-y, on part comme ça. Alors, déjà, d'ores et déjà, avant de se pencher club par club, pourquoi on a décidé de faire cette vidéo? Au-delà du statut de favori que ces clubs ont chaque saison en championnat, c'est surtout parce qu'en championnat, justement cette saison, ces clubs ne se lâchent pas du tout. Comme on va pouvoir le voir maintenant. Vous avez donc sous les yeux le classement qui vous a été prodigué par le site du Club 115. On voit directement que les trois premiers, Chelsea, Liverpool et Manchester United, sont premiers avec 13 points chacun, le même parcours. Et je crois même qu'entre Chelsea et Liverpool, c'est exactement le même parcours, les mêmes scores aussi, aux mêmes journées. Ça se suit à la trace. Donc on a ces trois clubs à 13 points et Manchester City qui suit derrière avec 10 points, qui ne fait certes pas le parcours que font les trois autres, mais qu'on a inclus quand même parce que ça reste Manchester City et au vu de l'effectif et de ce qu'ils ont montré depuis quelques années, ils le méritent. Oui, et puis aussi parce que City ne peut pas être enlevé de ces quatre-là juste parce qu'ils ont perdu contre Tottenham à la première journée. C'est ça. Donc voilà. Donc là, je te propose de commencer justement par City, le champion en titre, le club entraîné par Pep Guardiola. Alors toi, déjà, je te lance déjà la question. Est-ce que pour toi, ça fait le back-to-back, ça fait le doublé? Ah, ils en sont capables. Ils en sont capables parce que c'est une des équipes qui est les plus armées, je trouve, pour gagner un championnat. On l'a vu l'année dernière où peut-être, certes, il y avait moins de concurrence de Liverpool, mais on l'avait vu aussi sur la saison énorme en 2019 où ils avaient pris le titre, devant les Reds après une saison incroyable. Je trouve que c'est vraiment l'équipe faite pour gagner un championnat et c'est aussi l'équipe coachée par, Pep Guardiola qui a l'habitude de remporter les championnats. Donc pour moi, oui, ils peuvent largement faire le doublé. Bien, alors on va passer en revue du coup les mouvements de l'été et l'effectif. City assez discret en termes de quantité de joueurs achetés, pas forcément discret en termes d'argent dépensé parce que on a un petit Jack Grealish qui est venu renforcer les rangs de City, arrivé pour 117 millions d'euros, donc un gros pactole, le joueur anglais le plus cher de l'histoire. Quand même, on sait que les transferts intra-Angleterre sont très chers, mais là il a tout explosé. Une continuité du coup dans l'effectif quand même, avec un groupe qui n'a pas changé, pas de départ conséquent il me semble, à part Sergio Aguero qui était en fin de contrat, Oui, mais mais qui qui jouait joue. déjà moins l'année dernière, donc là, ça s'est fait progressivement son départ. Voilà, exactement, ouais, beaucoup de blessures et pas forcément titulaire à la Mmh. fin, donc en soi pas trop de mouvement. Toi, si tu devais ressortir une force là de Manchester City, quelle serait-elle? Bah, évidemment, quand on prend Manchester City, on aura tendance à vous dire que ça va être la profondeur d'effectif, la qualité de jeu au milieu de terrain, la puissance offensive de cette équipe et puis la jeunesse des joueurs qui commencent aussi à jouer ensemble depuis un bout de temps.
Mais dernièrement, ça a pu aussi être la défense. Ruben Dias qui a été élu meilleur joueur de première ligue l'an passé, recruté au Benfica, il y a 1 an. Donc je trouve qu'on a une équipe globalement qui est très forte à peu près partout et c'est sûrement sa meilleure force, c'est d'avoir, aucun poste faible. C'est ça, hein, là, la défense chez City qui a toujours été un peu un talon d'Achille, qui est là vraiment, Mmh. qui a été vraiment restructuré ces dernières saisons. Et là, comme donc tu as parlé de Ruben Dias, j'apporterai aussi bah, les quatre défenseurs centraux, hein, de toute façon, en général. John Stones qui est aussi impressionnant après des débuts compliqués. Ouais. Nathan Ake qui n'est pas forcément titulaire, mais quand il joue, il répond présent. Et Emeric Laporte, hein, l'ancien français, qui fait aussi des belles performances. Donc c'est aussi un secteur intéressant, ouais, qui n'a pas trop de faiblesse. En plus, il compte avec un gardien quand même, Ederson, qui est souvent au niveau. Donc ouais, ouais. Par contre, donc une grosse force, hein, ce collectif. Petite bémol quand même, quand tu parles de postes tous bons, sans aucune faiblesse, je rajouterais quand même que l'absence d'un vrai neuf de classe mondiale, c'est assez handicapant, je trouve. Alors, pour moi, l'absence d'un vrai neuf de classe mondiale est handicapante justement dans un match de Ligue des champions ou de coupe en général, où je trouve que là, sur ce genre de match coup-près, tu vas avoir besoin de tueurs, même si, l'an passé Chelsea, a fait mentir ça, mais je trouve que sur la majorité des équipes qui gagnent les compétitions de type coupe, il te faut un gros neuf. Mais par contre, pour un championnat, City, selon moi, peut tout à fait s'en sortir avec, Ferran Torres, par exemple, en pointe et faire tourner et cetera. Moi, je pense que ça pose pas un problème majeur sur 38 journées de pas avoir un gros buteur et quand bien même je trouve qu'ils ont tellement de qualité, de joueurs talentueux, de joueurs qui sont quand même dans la force de l'âge, que non, moi, je vois pas ça vraiment comme une grosse faiblesse et la preuve, c'est que quand même sur les derniers matchs, ils ont marqué beaucoup de buts. Ouais, bon, s'ils avaient pu faire Harry Kane quand même cet été, là, tu peux te dire que c'est une vraie équipe qui est complète partout. Genre, voilà, là t'aurais presque aucun point faible. C'est juste dans cette capacité peut-être à tuer les matchs en PL. On sait que les matchs sont assez serrés quand même. Voilà, le niveau des équipes en globalité est quand même assez élevé. Et du coup, ce manque de tueurs peut des fois leur porter préjudice dans les matchs un peu serrés où justement tu fais match nul et tu es à la 88e et là il te faudrait l'attaquant qui va mettre le pied, qui va sentir la bonne course pour couper une trajectoire et voilà quoi. Ouais, ouais, ouais. Moi, je pense que le point faible de City, au-delà du fait de ne pas avoir de neuf, ça va peut-être être la tendance à avoir trop la volonté de rentrer un peu, avec le ballon dans les buts. Face à une équipe, comme Chelsea, par exemple, cette saison, peut-être que ça pourrait leur être préjudiciable. Chelsea qui est vraiment une équipe de tueurs. Mais à côté de ça, ouais, encore une fois, tu vois, sur 38 journées, je pense que face à la globalité des équipes de Premier League, ils sont tellement forts collectivement qu'ils peuvent s'en sortir. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Et puis Guardiola aussi, hein, on oublie de Mmh. le mentionner quand même, mais sacré argument à faire valoir quand même dans la course au titre, hein. Guardiola qui est habitué à gagner partout, il connaît la recette, il a déjà gagné plusieurs titres avec City, plusieurs titres de champion. Donc voilà, on peut compter sur lui pour remobiliser les troupes, pour trouver la bonne formule et puis pour performer quoi qu'il arrive, hein. De toute façon, on s'attend pas à ce que Mmh. City termine au-delà de la quatrième place, allez, on va dire, on va parler de quatre équipes là. Mmh. Ouais. Moi, je pense qu'on a dressé un bon portrait déjà de Manchester City du coup et après comme tu dis sur les autres équipes, on verra qu'il y a pas beaucoup de faiblesses non plus. C'est ça, donc du coup, tu me tends la perche pour changer de club. On va parler du coup des Reds de Liverpool, entraîné par Jürgen Klopp. Euh, alors déjà, tiens, petite parenthèse, on peut quand même préciser que ces quatre clubs sont entraînés par quatre entraîneurs étrangers, hein. On sait qu'en France, c'est un débat sempiternel. Voilà, les entraîneurs français, les nationaux contre les étrangers. Là, bon, quand même, c'est un peu à souligner quand même, hein, le petit Guardiola à City, Klopp à Liverpool, Solskjaer à United et Tuchel à Chelsea. C'est des entraîneurs frais et c'est cool. Voilà, petite Moi, c'est parenthèse cool comme ça. et notamment, moi, je pense que c'est pas un hasard, mais 2 entraîneurs allemands sur les 4 et je pense que c'est pas un hasard, c'est la manière de jouer, actuellement au foot en Allemagne
et la manière de former les entraîneurs qui colle parfaitement au dur championnat de la Première Ligue selon moi. Donc, revenons à nos moutons de Liverpool, un peu. Liverpool qui a eu du mal la saison dernière quand même, qui a toujours performé hein, à son niveau, mais la blessure de Van Dijk, voilà, couplée à un peu une forme de lassitude, je pense, dans l'effectif, a fait que Liverpool a laissé sa couronne de champion à City. Là, ils reviennent avec très peu de changements dans l'effectif. Arrête-moi si je me trompe, mais Ils il ont y a recruté ils ont recruté Konaté. ouais, c'est ça, ouais. Juste un petit mouvement en défense centrale. Bon, Liverpool, la prime à la continuité, ça va être bon jusque quand? Moi, selon moi, là, tu vois, c'est une petite erreur. Alors, je sais pas s'ils avaient vraiment le choix de faire autrement, financièrement parlant, par rapport aux 3 autres. Ils ont quand même, investi beaucoup moins d'argent puisqu'on vient de le dire, ils ont acheté que Konaté et justement, là, pour le coup, je pense qu'après la saison qu'ils ont fait, même minés par des blessures derrière, ça aurait été cool de pouvoir renforcer l'équipe au moins par un joueur devant. Peut-être un ailier, un joueur qui va être capable de suppléer ou Salah ou Mané, surtout Mané qui est quand même moins prolifique. Donc moi, petit bémol sur Liverpool, je trouve au niveau du recrutement où ils se sont moins renforcés. Peut-être que l'équipe avait besoin de retrouver un joueur ou 2 capable de mettre de la concurrence, capable d'apporter de la nouveauté. Malheureusement pour eux, Harvey Elliott était ce joueur capable de le faire, mais il s'est pété contre Burnley, il sera donc absent pour le reste de la saison. Contre Leeds. Contre C'est Leeds, contre Leeds, pardon, ouais, contre Leeds, exactement. un tacle de Pascal Mmh. Strujic Un tacle assassin. qui l'a éloigné, qui va l'éloigner des terrains pour toute la saison, hein, il me semble, hein. Enfin, je Mmh. pense, hein. Le verdict Bah, là oui, officiel n'est normal. pas tombé, mais voilà, ça sent pas très bon pour le jeune joueur de 18 ans à qui on souhaite un bon rétablissement. Ouais, donc un groupe qui continue, un Mohamed Salah qui est encore parti pour faire une grosse saison en Première Ligue. Du coup, grosse force de cet effectif, c'est un peu ce sentiment de revanche, un peu. C'est ce côté revanchard pour reconquérir son titre, peut-être. Je pense qu'il y a d'une part ce sentiment de revanche, le retour de joueurs comme Van Dijk qui est vraiment l'énorme taulier de ce club et il y a aussi quelque chose à pas négliger et je trouve qu'il vaut plus à Liverpool que pour les 3 autres gros, c'est le retour du public à Anfield. Ouais, bah c'est clair L'année que dernière, ouais, c'est quand même un sacré appui hein, pour un club comme Liverpool, hein, le c'est ça. public d'Anfield. L'année Euh, dernière, l'année dernière, ouais, ils avaient fait une terrible série quand même à domicile où ils arrivaient plus à marquer, ils mettaient plus un pied devant l'autre. Cette année, à mon avis, ça pourra pas être le cas avec un tel public, ils perdront pas autant de points à domicile, donc ça les laissera dans la course. ouais, après, du coup, grosse force aussi. Force ou condition un peu de réussite. Je pense que la réussite du duo Mané-Salah va aussi tout conditionner pour eux. Parce que à côté de ce duo, je trouve que Firmino est quand même dans la pente descendante, que ce soit dans le jeu ou dans les statistiques. Il apporte beaucoup moins dans les rencontres au niveau des occasions créées, des buts marqués ou des passes décisives. On sait pourtant que c'était quand même un sacré joueur là-dessus. Et je trouve aussi que Diogo Jota, ça déçoit un peu quand même. Il a loupé beaucoup d'occasions, dont une occasion immanquable, limite là, le week-end dernier, à 2 mètres des buts. Euh, ouais, Diogo Jota et Firmino qui sont un peu en dedans. Donc tout le secteur offensif va quand même passer par Salah et Mané, à voir s'ils peuvent le faire sur la totalité de la saison, sans broncher et sans que ça se répercute sur les performances de Liverpool. Moi, tu vois, je trouve que Diogo Jota, il déçoit pas trop déjà parce que c'est pas un joueur et même s'il a été recruté cher, on pouvait pas avoir des attentes immenses non plus envers lui puisqu'il a pas prouvé grand-chose. Moi, pour le moment, celui qui me dit ça, oui, c'est Firmino qui est quand même depuis un an nettement moins bien et aussi Sadio Mané qui, je trouve, marque moins de buts. Heureusement que Salah tient son rang comme toujours depuis qu'il est arrivé à Liverpool, mais c'est vrai que l'attaque est moins prolifique et du coup l'équipe en pâtit un peu et j'ai en tête le match contre Chelsea où ils ont largement dominé. Ils se passent une mi-temps à en supériorité numérique. Ils ont pas réussi à transpercer la défense des Blues, alors que je pense que soit l'année où ils prennent la Ligue des champions en 2019, soit l'année où ils prennent la PL en 2020, ils auraient réussi à marquer au moins un ou 2 buts à une équipe réduite à 10.
Ouais, c'est ça, tu sens qu'il y a moins cette dangerosité quand même, cette menace Mm. qui vient, qui a fait leur succès en championnat. On se souvient que c'était des raclés presque à tous les matchs, une équipe injouable qui faisait un peu ce qu'il voulait, et même quand les matchs étaient serrés, ça a débloqué la situation justement par un but de Salah, un exploit de Sadio Mané ou la petite déviation en une touche de Firmino qui lançait justement, qui provoquait un but. Et là, depuis donc la saison dernière et même cette saison, on sent peut-être qu'il y a moins cette capacité à faire la différence quand ils veulent. Voilà, cette armada offensive, et on va voir après qu'au globalité, je pense que c'est eux qui ont le moins bon secteur offensif des quatre. Mais ils ont peut-être le meilleur secteur défensif. Ouais, À voir avec défensivement, Manchester ouais, City. c'est Mais c'est hyper solide défensivement et puis ils ont quand même une vraie âme avec Henderson en capitaine. Donc mine de rien, ça aide quand même à gagner des matchs, ça. ouais, et puis si on met ça en corrélation, la défense, avec le niveau de Trent Alexander-Arnold depuis le début de la saison, pas, pas, Ouais, pas, pas, monstrueux, pas. monstrueux. Ah, Ouais, Trent Alexander-Arnold, tous les matchs, c'est de la passe D, c'est de la passe clé, ça peut être du but. On l'a vu même contre le Milan, là, marqué en Ligue des Champions. Il est sur une saison qui est monstrueuse, actuellement meilleur arrière droit d'Europe, sans hésiter. Robertson est peut-être un peu moins bien qu'il était en revanche, mais bon, ça compense bien. Je trouve ça que reste Thiago arrive solide bien quand aussi. même. Oui, mais je trouve que Thiago, par contre, au milieu, arrive bien. Naby Keita, ça commence à venir aussi, donc on va voir si justement les joueurs, voilà, comme Thiago, Keita, Jota, vont pouvoir bien s'intégrer dans ce club et enfin apporter vraiment un plus. Bah, c'est ça, hein, c'est l'apport du banc aussi, hein, qui va être intéressant pour Liverpool, hein, dans une saison qui est longue, qui va être éprouvante. On va voir un peu, comme tu dis, bah, t'as fait le listing, hein, Jota, Naby Keita, tous Oui. ces joueurs-là qui vont devoir performer aussi quand on va faire appel à eux, ça va être déterminant, quoi. Mais là, à vue de nez comme ça, on parlait de faiblesse tout à l'heure pour City. Pour moi, la principale faiblesse de Liverpool, c'est si Salah ou Mané se pètent, qui on met vraiment à la place? Ah, c'est ça. C'est ça, Mmh. alors que voilà, tu regardes City, bah, si Sterling il se pète, t'as Bernardo Silva qui rentre. Si t'as Mahrez qui se pète, bah, t'as Grealish qui fait le job. T'as Ferran Torres, t'as Gabriel Jesus. Enfin, t'as un effectif pléthore en attaque. Au milieu, c'est pareil. Enfin, voilà, c'est peut-être que Liverpool a l'effectif le moins profond, peut-être des trois, des Moi, quatre ouais, clubs. je je partage cette analyse et comme on disait en préambule, la blessure d'Elliott n'arrange rien. Ah, c'est clair, le petit là, il arrivait bien, hein, quand même, hein. Enfin, il enchaînait les très bonnes performances. Et c'est un gros, gros, gros coup dur de le voir se péter comme ça, Harvey Elliott, hein, mais c'est aussi quand même une promesse d'avenir pour Liverpool, par contre. C'est clair et ça va nous permettre de voir le petit Curtis Jones qui a aussi un très, très bon potentiel, mais ça reste aussi un milieu de terrain et là, pour le coup, on voyait que les manques, ça se situait vraiment aux ailes. C'est ça. Du coup, pareil, Liverpool, donc je pense qu'on a dressé un beau panorama. Manchester United maintenant. Alors, le grand retour de United dans la course au titre, j'ai envie de dire. Avec un été, on parle souvent de l'été du PSG en termes de mercato réussi. L'été de Manchester United, c'est quand même l'arrivée de trois joueurs importants. Raphaël Varane en défense centrale, Jadon Sancho sur les ailes en attaque, et le retour de Cristiano Ronaldo, pareil en attaque, sans perdre personne. Donc un effectif qui se renforce. On avait parlé pourtant d'un possible départ de Pogba, de départ de Martial. Il n'en est rien. Il s'impose là vraiment, United, avec des grosses ambitions. Et le retour, ouais, dans la lutte pour le titre. Ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas vu United autant dans les favoris quand même? Moi, je pense que c'est depuis l'arrivée de Moyes en 2013-2014. Ouais, c'est ça. Ça a toujours lutté pour l'Europe, mais de là à en faire un favori pour le titre, Ah jamais. non, mais ils étaient déjà très, très loin là, on parlait tout à l'heure de la saison à 100 points, là, le City Liverpool, ils étaient tellement loin de ces clubs-là, à ce moment-là et c'était il y a que 2 saisons. Ouais, c'est ça. Et là, comme quoi, un mercato peut tout changer, hein. Donc, du coup, United, bah, sa grande force, j'ai envie de le dire, là, c'est pareil, c'est son secteur offensif qui me fait penser au
au Liverpool de la grande saison, euh, dans le sens où c'est des joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment. On sent que tu vois, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford, Sancho, déjà c'est très solide en tant que titulaire quand même. Et après, bah, tu peux faire rentrer un Mason Greenwood, tu peux faire rentrer un Cavani selon le profil de l'équipe, Anthony Martial qui peut rendre quelques services des fois quand il veut bien. Donc là, on voit vraiment une équipe, je trouve, qui a trouvé son équilibre sur le terrain et qui peut faire la différence à tout moment. On l'a vu là contre Aston Villa. Je crois le dernier match, hein, c'était ça, où ils renversent totalement le match et ils arrivent à gagner à la fin, quoi. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Du coup, il y a pas grand-chose à rajouter parce que je pense tout ce que tu as dit, mais néanmoins, du coup, je rajouterais qu'il y a quand même 2 défauts à Manchester United. Le premier, c'est qu'ils ont un groupe qui est peut-être pas aussi expérimenté, qui a pas le vécu collectif des 3 autres équipes et aussi on peut rajouter le fait que, c'est peut-être l'équipe qui tiendra le moins les gros chocs. Pour moi, Liverpool, City, Chelsea, c'est plus solide dans un grand duel du championnat anglais que United, où je trouve qu'il y a des joueurs qui ont peut-être pas une expérience trop énorme, je trouve, par rapport attention, toujours par rapport aux 3 autres monstres, des rendez-vous de très haut niveau. On a vu que United était capable quand même ces dernières années vraiment de craquer sur certains matchs, que ce soit en championnat d'Angleterre ou en coupe d'Europe. Donc là, j'attends de les voir au tournant quand ça va vraiment être du très lourd en face. Ouais, pas faux, pas faux. Après, Mmh. l'apport de Varane en défense, ça peut te stabiliser quand même une défense qui était aux abois. Voilà, Maguire, Lindelof, ça n'a pas non plus été l'assurance tout risque les saisons précédentes. Après, je rajouterais aussi peut-être les latéraux, Ouais, qui sont pas non plus d'une régularité folle. On a vu ouais. Wan-Bissaka totalement enfin, péter les plombs et se faire expulser contre Berne en Ligue des Champions, qui a laissé son équipe à 10 contre 11. Donc Mais même le voilà, gardien. ouais, ouais, Derrea ouais, qui est décevant, quoi. Mais Donc pour ça moi, reste. ça se situe là, leur faiblesse se situe là selon moi. Mais ça reste très fort, comme je pense que c'est ce que tu allais dire, ça reste très fort. Mais là, par rapport aux 3 gros, justement, pour gagner un championnat où il va falloir être régulier. Moi, tu sais, je vois bien des performances une performance, c'est tous les 5 matchs ou tous les 7-8 matchs peut-être. D'un Pogba moins bien, d'un Bruno Fernandes peut-être moins bien, même si ils vont marcher sur l'eau sur certains matchs et sur une perf, ils peuvent craquer alors qu'une équipe comme City, comme Chelsea, à côté, ça semble tellement régulier. Bah, c'est ça, exactement. Et Mmh, là, du coup, on va pouvoir enchaîner sur Chelsea. Chelsea, champion d'Europe en titre et champion de la Super Coupe d'Europe aussi en début de saison. Chelsea qui a vu le retour de Romelu Lukaku à la pointe de l'attaque des Blues, qui fait déjà un début de championnat assez énorme, hein, avec but sur but. Enfin, l'impression que personne ne peut le tenir en première ligue. Du coup, vraiment, on voit un Chelsea qui a vraiment changé de visage dès que Thomas Tuchel a pris en main l'équipe. Et c'est fou de voir à quel point en un an, parce que non, ça fait 1 an et demi peut-être qu'il est là maintenant, ou non, non, même. ça fait 1 an, il est arrivé parce que Lampard s'est fait virer, en décembre, janvier. Du coup, ça fait un an enfin, ça fait quelques mois, ça fait 8-9 mois qu'il est là. Ouais, c'est ça. Donc en même pas 1 an, de voir comment cette équipe elle a su progresser et proposer du jeu et se trouver vraiment une identité. Et l'arrivée de Lukaku, comme tu l'évoquais en préambule tout à l'heure. Alors, quand Chelsea va chercher la Ligue des Champions sans un neuf tueur, en la personne de Timo Werner, hein, qui on l'a suffisamment bâché sur les réseaux sociaux, sur Internet, concernant sa finition. Là, tu rajoutes un Lukaku qui a été énorme avec l'Inter l'année dernière, qui est parti sur des bonnes bases aussi cette saison. Tu t'offres quand même une sacrée arme en plus dans ton effectif, sachant que défensivement c'est toujours aussi fort et qu'au milieu bah, ça tourne toujours aussi bien, quoi. Donc des 4, je pense que c'est la plus solide en tout cas. Ouais, sans aucun doute. Euh, Celle qui peut C'est faire le plus exactement le déjouer terme. ses adversaires aussi. Ouais, ouais, c'est ça, mais solide, c'est exactement le terme que j'aurais employé. Défensivement, c'est fort, ça encaisse pas de but, ça gagne les gros matchs, ça domine. Il y a quand même une impression de domination de cette équipe en ce moment qui est assez impressionnante, je trouve.
où tu as l'impression que rien peut leur arriver et en effet, pour faire déjouer les autres équipes, ils sont très forts. On l'a vu l'année dernière en finale de la Ligue des Champions, par exemple, contre City, où City a pas fait un non-match, mais on a senti qu'ils ont été complètement pris par Chelsea, par l'organisation de Chelsea, à la fois très, très présent défensivement, très présent offensivement, des joueurs qui bougent beaucoup sur le front de l'attaque. On parlait de Werner, beaucoup clashé sur la finition à juste titre, mais qui est aussi un très, très grand joueur pour libérer des espaces, avec un autre comme Lukaku à ses côtés, des petits talents comme Havertz, Pulisic. Non, c'est très fort, des latéraux, des pistons. On parlait il y a pas longtemps des pistons du PSG qui faisaient pas forcément les efforts, qui avaient pas forcément le niveau. Là, pour le coup, à Chelsea, les pistons, ils ont 4 poumons chacun, ça va d'un but à l'autre. C'est une équipe qui est impressionnante, vraiment. Et même Jorginho qui a vraiment progressé parce que quand il est arrivé en première ligue, moi, je le voyais pas à ce niveau-là encore, hein. Bah ouais, ouais, c'est clair. Mmh. Jorginho, enfin, le trio Jorginho, Kanté et Kovacic au milieu, c'est quand même vraiment impressionnant. Et c'est solide, quoi. C'est vraiment le mot qui définit cette équipe. C'est solide. Après, je pense que tu vois, donc là, c'est vraiment la grosse force de cette équipe. La petite faiblesse, je pense que c'est l'inexpérience de ces joueurs offensifs, à part Lukaku. Comme tu as fait le listing, Pulisic, Mason Mount, Werner qui reste assez jeune, surtout au très 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 haut niveau. Voilà, assez inexpérimenté par rapport à Lukaku par exemple. Ça reste jeune et peut-être que cette ligne d'attaque manque de versatilité, de capacité de réaction pour pouvoir débloquer des matchs un peu difficiles, des matchs un peu où il faut puiser dans les ressources et, euh, et faire la différence quoi, voilà, pour aller chercher ces points comme ça. J'ai l'impression que s'ils prennent un ou deux buts, ça va être compliqué de gagner les matchs, quoi. Bah, moi, justement, j'ajouterais à ça que, pour l'instant, on les a pas vus dos au mur. Le Chelsea de Tourelle n'a jamais été vraiment dos au mur durant un match. Ils ont jamais eu à aller chercher un résultat. Ils ont toujours réussi à débuter le match, pas forcément dans la peau d'un favori et après à gagner. Donc ça va être intéressant à voir et ce qui sera aussi intéressant à observer, c'est comment les équipes vont s'adapter parce que progressivement le Chelsea de Tourelle va être vraiment décortiqué. Je pense qu'il a été au départ sous-estimé l'an passé et que là, bah, maintenant ils peuvent plus se cacher, ils ont des ambitions incroyables. Ils gagnent tout en Angleterre, donc petit à petit, les équipes vont vraiment décortiquer à balle leur jeu et on verra si, bah, ils pourront le tenir, jusqu'au bout de la saison avec la même efficacité. Moi, je pense que c'est l'équipe la plus solide, on l'a dit, mais qu'une équipe comme Manchester City, qu'on a vu au début, est encore l'équipe la plus régulière pour les raisons que tu as évoquées, la jeunesse de leur ligne d'attaque notamment. Ouais, je pense que donc là on verra après si on fait un classement entre les quatre, hein, mais Chelsea, ouais, gros prétendant à la victoire finale et bah je te propose d'aller directement sur notre petit classement. Qu'est-ce que t'en dis? T'es chaud? Allez, come on! Alors, qui mets-tu en quatrième? Ah, c'est dur, ça se joue pour moi entre les 2 voisins de Liverpool et d'United. Je pense que Liverpool, à l'expérience, peut prendre le podium, donc je vais dire United quatrième. Hmm. Moi, je vais dire Liverpool quatrième. Pour la simple et bonne raison que je les vois un peu courts au niveau de l'effectif. Sur la totalité des 38 matchs, surtout dans une PL qui augmente chaque année de niveau. Et la capacité de... Ils ont moins de capacité de faire la différence pour gagner les matchs serrés, je pense. Et se reposer beaucoup trop sur Mané et Salah offensivement, ça peut aussi leur porter préjudice. Comparé à United par exemple, que moi personnellement du coup je mets troisième, je pense qu'on inverse les deux, tous les deux. Et, C'est euh, ça. et du coup, ouais, comparé à United qui a beaucoup plus de poids offensif et de versatilité en attaque, on en parlait tout à l'heure. United, ça peut faire la différence sur coup franc, ça peut faire la différence physiquement, sur un dribble, dans des combinaisons, dans les petits espaces, même de loin, dans les frappes de loin avec Pogba, avec Ronaldo, on connaît les phénomènes. Donc, ouais, moi je mets du coup Liverpool en 4, United en 3. Qui mets-tu en dauphin? Eh bien, je vais mettre Manchester City en dauphin.
La C'est peut-être la grosse petite cote. voilà, c'est ça. Je pense qu'en fait, City, on a vu qu'ils étaient forts, qu'ils avaient la régularité sur le championnat. Toi, tu as évoqué peut-être le fait qu'il manquait d'un œuf, ça peut jouer, mais je pense que la principale raison pour laquelle je vois pas City champion, c'est que cette année, ils vont tout donner pour la Champions League et que ça peut leur coûter des points précieux au printemps, au moment où peut-être qu'un Chelsea qui vient de la remporter la Champions League sera à balle sur l'APL. C'est exactement l'argument que j'allais prendre. Bon, on Ouais, est sur la même ligne c'est. alors pour, Du coup, j'ai le même ordre que toi au niveau des deux premiers. Ouais, maintenant, le City, tu sens vraiment que l'objectif, c'est la Champions League, quoi. mmh, Et je pense que c'est aussi nécessaire pour Guardiola, dans le sens où il va bientôt être catalogué comme un entraîneur qui bute en Champions League. Voilà, il a eu du mal avec le Bayern à choper une Ligue des Champions. Il n'en a pas eu d'ailleurs. Là, avec City, ça bute encore d'année en année. Je pense que au niveau de son héritage et de l'impression qu'il va laisser dans le monde du foot, c'est si tu lui demandes ce qu'il préfère entre faire le doublé en championnat et gagner la Ligue des Champions, je pense qu'il signe pour la Ligue des Champions, surtout que ce serait la première du club Citizen. Donc encore plus important de marquer l'histoire de ce côté-là, quoi. ouais, pour moi, il y a pas de doute évidemment que City, préfère la Ligue des Champions. La Première Ligue maintenant, c'est bon, ils savent ce que ça fait de la gagner. Même les supporters, alors qu'en Angleterre, on est dans une culture où le championnat est vraiment très important. Même les fans à City veulent la Ligue des Champions, c'est la prochaine étape du club et ouais, s'il y a un match à lâcher, même s'ils ont un gros effectif qu'ils peuvent faire tourner, s'il y a un gros match à lâcher, ils lâcheront forcément le match de PL par rapport à celui de Ligue des Champions. C'est ça. Et quand on voit le début qu'ils ont, enfin le match contre Leipzig qu'ils ont sorti pour la première journée de phase de poule, ça confirme un peu les grosses ambitions qu'ils ont et l'envie qu'ils ont de vraiment taper du poing sur la table en Europe, quoi, et aller chercher enfin ce titre de champion d'Europe. C'est ça. Bon, et ben pour moi, ça fait Liverpool 4, United 3, City 2, Chelsea 1. Et toi, si je ne m'abuse, c'est United 4, Liverpool 3, Manchester City 2 et Chelsea premier. C'est bon? C'est ça et avec un écart entre le premier et le quatrième qui va pas être énorme à mon avis. Ouh non, là, je vois pas Ouais. un seul club taper ne serait-ce que les 90 points cette saison parce que Mmh mh. ça va se neutraliser. Il va y avoir vraiment des duels à distance qui vont être vraiment sympas. Et puis, mine de rien, la PL, il y a aussi d'autres équipes comme Tottenham, comme Aston Villa qui sont pas faciles à manœuvrer. Et ça va être intéressant de les voir un peu dans ces duels à distance, quoi. C'est ça, rien à rajouter. Eh ben, ça nous promet quand même une sacrée belle saison de Première Ligue qu'on va suivre avec grand intérêt et qu'on aura aussi grand plaisir à analyser, que ce soit sur le site leclub115.com ou sur nos réseaux sociaux. Et puis même en vidéo ici sur la chaîne YouTube, hein, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Ce petit talk show foot, hein, un peu, c'est comme ça un peu qu'on peut définir notre format. C'est Euh, ça. En soi, on finit là-dessus. N'oubliez jamais, le sport, c'est pas qu'une question de stats. Et bah, en attendant la prochaine, bah, on vous dit ciao. Ciao.